Alors ce soir, une émission un peu particulière, pendant à peu près 1 heure avant que vous n'interveniez. Une émission consacrée à une épopée, une saga, une légende ancienne, bien oubliée, qui est la conquête de l'Ouest américain, le voyage des pionniers vers la terre promise, vers l'Oregon, la grande épopée américaine des origines, pure, celle de l'élan, celle de la découverte aussi. Alors un voyage tout de suite sur les pistes de l'Ouest, pendant à peu près 1 heure ou un petit peu plus. Bien sûr, on a tous gardé une nostalgie des westerns de l'enfance. Mais dans les années 60, il y a eu ce courant, comme ça, culturel, contre-culturel, qui nous a enfin, peut-être, montré ce qui était vrai. Les Indiens, les Peaux-Rouges, les tribus de l'Ouest américain, comme de vrais guerriers combattant pour leur terre et recevant les coups de boutoir des immigrés venus d'Europe, venus conquérir leur terre, bien sûr. Mais ça, c'est le côté tranché, très dualiste des années 60. On a oublié aussi, et là je me rappelle de ce qu'étaient les westerns dans les années 50, bien avant, on a oublié aussi ce qu'a été la conquête de l'Ouest, non pas l'épopée de guerriers chargeant et brûlant, rasant les villages indiens, mais aussi la grande bourlingue sur les routes de l'Ouest, de familles avec des femmes, des enfants. Imaginons les risques pour ces familles-là s'engageant pendant des milliers de kilomètres vers l'Ouest, vers la terre promise, dans des terres vierges, inconnues. Et on a oublié ce qu'a été la grande légende et épopée des pionniers de l'Ouest américain, à la fois un projet, on pourrait dire, au niveau de l'élan spirituel, religieux, de civilisation, et puis tous les excès, bien sûr, le banditisme, les types largués, perdus sur les routes de l'Ouest, tout ce qu'a montré et fait découvrir les westerns des années 50, qui sont encore sur grand écran, en couleur dans nos esprits, bien sûr.
que cette radio s'appelle Ici et Maintenant, eh bien, soyons ici et maintenant, mais dans une autre époque. C'est possible. C'est toujours quelque part ici et maintenant. Et nous sommes en 1836 sur la côte est des États-Unis, c'est-à-dire la partie qui a été colonisée depuis l'arrivée du Mayflower au XVIIIe siècle par les immigrants venus d'Europe, de France, d'Angleterre, d'Irlande, d'Espagne, d'Allemagne. Tous ces immigrants remplissant les fameux bateaux du voyage, dont le Mayflower, l'un des premiers navires qui a accosté les territoires américains. Et maintenant, le temps a passé, et l'Est a été colonisé en grande partie, mais reste, vers l'Ouest américain, bien au-delà, de grands territoires inexplorés qui sont des taches blanches sur la carte, et qu'aucun colon n'a foulé. Sinon, bien sûr, les premiers pionniers, avant les pionniers, les trappeurs, ceux qui partaient à travers les forêts, les montagnes, les prairies, à la recherche de quoi? Leur boulot sur la route, sur le terrain, le troc des fourrures. Et ces chasseurs de l'Ouest, à la recherche de fourrures, ont donc traversé par petits groupes de 5-6 bonhommes, avec parfois quelques guides indiens, ces territoires inexplorés, ont atteint la côte ouest, l'extrême côte ouest, les bords du Pacifique, une terre fabuleusement riche, une espèce de paradis d'Éden, sont revenus vers l'Est. Ceux qui sont revenus, d'autres ont été massacrés ou sont morts de maladie, de froid, de faim sur la route, surtout en franchissant les montagnes rocheuses, qui sont la montagne, le rempart qui barre l'ouest américain du nord au sud, une barrière pratiquement quasiment infranchissable qui coupe les États américains en deux, enfin l'Amérique, ce grand continent inexploré de l'époque, et c'est imparable, il fallait traverser par les rocheuses. Et donc, bien sûr, à chaque fois, l'hécatombe, morts, maladies. Et les trappeurs qui reviennent sur la côte Est parlent bizarrement d'animaux curieux qu'ils ont rencontrés dans les plaines centrales, dans les prairies, des espèces de buffles bizarres, touffus, des bisons. Ça s'appelle des bisons, et aucun Européen n'a jamais vu un bison. Ce sont les vétérans de cette terre, on pourrait dire. Et quelques tribus d'Indiens éparses sur le territoire qui est immense, bien sûr, des espaces immenses. Les trappeurs donc, les premiers partis, trappeurs et missionnaires aussi. Les missionnaires, ceux qui apportaient le message d'évangélisation à la recherche, puisque dans l'évangile, la parole du Christ était aller convertir les nations. Donc les missionnaires et les trappeurs sont les premiers pionniers, avant même que parte ce grand convoi de chariots vers l'ouest américain. Et les trappeurs, franchissant les rocheuses, ont rencontré... parce que les montagnes rocheuses, pour les trappeurs, c'est le paradis des fourrures. Et au pied des rocheuses, vivent des tribus d'Indiens, les Nez-Percés, les Chinooks, et des Indiens qui considèrent les montagnes rocheuses comme le royaume des morts. Ils n'y vont jamais. Ils campent autour des montagnes et n'entrent jamais dans cette espèce d'énorme massif qui est pour eux magique. Une espèce de résonance sourde qui s'en dégage. Ils l'imaginent peuplé d'esprits, de fantômes. Ils évitent de pénétrer dans la montagne. Ils vivent au bord de la montagne. La montagne est une zone interdite, une zone de haute magie. Et quand les trappeurs s'enfoncent dans la montagne sacrée des Indiens Nez-Percés ou Chinooks, pour les Indiens, c'est plus qu'un blasphème. D'une part, ils ne les poursuivront pas dans la montagne étant pour eux interdite, religieuse, magiquement interdite. Mais ces blancs qui arrivent et qui entrent dans le rempart, qui pénètrent le rempart des montagnes rocheuses, sont des blasphémateurs pour les Indiens, puisque les montagnes rocheuses sont des montagnes sacrées. Tous ces trappeurs revenus à l'Est racontent, expliquent ce qui se passe dans le centre des États-Unis et ce qu'ils pourraient trouver à l'autre bout de la terre américaine vers l'Ouest, cet immense territoire, ce royaume, cet Éden qu'on appelle l'Oregon, et qui sera l'objectif du voyage, la terre promise. Les montagnes rocheuses peuplées de démons pour les Indiens sont un problème, bien sûr, pas infranchissable, mais un problème pour ceux qui entreprennent le voyage. Certains trappeurs voyagent avec des esclaves noirs qu'ils amènent avec eux, des esclaves noirs qui portent les vivres et les munitions, et les Indiens qui sont surpris de voir ces personnages les appellent des blancs à peau noire. D'un côté comme de l'autre, deux civilisations se rencontrent. Les bisons, personne ne les connaissait, et des hommes à peau noire, les Indiens n'en avaient jamais vu. Et dans ces montagnes énormes qui coiffent le centre des États-Unis, que trouvent et rencontrent les trappeurs, les ours des montagnes, les grizzlies, les pumas et les castors qu'on chasse pour la peau dans les torrents, le froid vif des hauteurs et la neige à certaines périodes, la neige qui forme vraiment un rempart infranchissable.
Et du Mississippi au Colorado, des forêts du Canada jusqu'au sud du Mexique, les trappeurs ont posé des pièges sur les torrents partout. Vivent comme ça, ils adhèrent à la forêt, adhèrent au mystère de la nature. Et certains vivent avec des femmes indiennes. Et on se souvient dans la légende qui fut une histoire, des grands trappeurs de l'Ouest, comme David Crockett ou James Bowie, qui a donné son nom au couteau de chasse, le Bowie, ou Joe Walker, qui sera le premier trappeur à s'enfoncer dans la Sierra Nevada, plus que des pionniers, des défricheurs et des découvreurs. Quand ils rencontrent les Indiens, ces trappeurs expliquent aux Indiens qu'ils doivent soumission à leur grand-père de Washington, le grand-père blanc, et que toute résistance les conduirait, disent-ils, à être détruits comme le feu consume l'herbe de la prairie. Et ces trappeurs, on les imagine harnachés d'armes et de fourrures, montés sur des chevaux rapides. Ils ont leur balade pour les soirs au bivouac, leur légende qui s'inscrit dans l'instant, ici et maintenant. C'était à ce moment-là qu'une guitare, un harmonica, toutes ces chansons de l'Ouest, ces premières chansons, dont celle, typiquement, de ces gens de la piste, de la prairie, qu'on chante, des complaintes, des récits d'aventure, ce sont les morceaux d'histoire, le peu qu'il en reste aujourd'hui. Et ces trappeurs, avant même les pionniers, on les imagine harnachés de fourrure, traversant l'Ouest américain, en chantant leurs chants de guerre, leurs chants qui sont des chants d'aventure et de marche et de découverte, et qui sont leur légende, la légende des premiers pionniers de l'Ouest. To the town of our Frio rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip, big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a youth of 24, and the notches on his pistol numbered 1 in 19 more, 1 in 19 more. Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona Ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead. And he said it didn't matter, he was after Texas Red, after Texas Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. 20 men had tried to take him, 20 men had made a slip. 21 would be the ranger with the big iron on his hip, big iron on his hip. The morning passed so quickly, it was time for them to meet. It was 20 past 11 when they walked out in the street. Et au retour, sur la côte Est, à Washington, l'un des trappeurs, William Clark, dans son rapport, il fait un rapport à Washington de sa bourlingue vers l'Ouest, parle de l'Oregon comme une terre fertile, une terre promise. Voilà, les mots sont lâchés, et c'est les mots qui vont réveiller des groupes d'immigrants en France, en Angleterre, Irlande, Espagne, dans toute l'Europe, parce qu'il y a là-bas une terre qui est promise. Ça veut dire quoi ? Que ces gens qui s'engagent dans l'aventure vivent parallèlement deux aventures possibles. L'héroïsme de l'instant, parce que c'est le danger et c'est la proximité de la mort. Et dit l'un des pionniers, j'avais soif d'action, d'aventure, de gloire et de hauts faits. Des hauts faits qui m'attendaient là-bas, vers le soleil couchant. Ça, c'est l'héroïsme possible. Et pour ceux qui partent avec la Bible et le fusil, la recherche, pour certains, du martyre, de la sainteté, de la conversion, de l'esprit de religion, et cela disent, le destin du peuple américain est de conquérir le continent que la Providence lui a assigné.
Là aussi, les mots sont posés. Il ne s'agit pas d'un départ comme ça pour piquer une terre, s'installer et faire du fric. Non, c'est un grand élan à la fois d'héroïsme, de danger et de connexion immédiate avec ta vie quotidienne, où tu ne t'endors pas dans la vie léthargique de l'Europe de l'époque, retrouver des grands élans et d'héroïsme, et un projet spirituel, puisqu'il s'agit d'une terre promise, et qu'on dit que la Providence l'a assignée à ceux qui partent. Le départ se fait de l'Illinois, ou des États de l'Illinois ou du Missouri, des villes de Saint-Louis, Saint-Joseph, qui sont des villes de bois bâties par les pionniers sur la côte Est, dans la partie donc colonisées des États-Unis, des villes chrétiennes sur lesquelles flotte sur les églises la croix du Christ, et sur les villages et les villes la bannière étoilée des États confédérés qui forment déjà quelque part l'idée, en tout cas, d'une nation. Et les pionniers, ceux qui partent, qui préparent des chariots, qui se mettent en route, des centaines de chariots formant un convoi après convoi, prenant la route pour des terres que personne ne connaît, que personne n'a jamais explorées. C'est comme si tu partais toi maintenant en Amazonie, comme ça, en emmenant ta femme, tes enfants, tes mômes, les vieillards dans un chariot, non pas des guerriers coltes au poing, des familles, avec un fusil pour se défendre, une Bible pour ceux qui croient, et puis le matériel usuel, la poêle qu'on trouve dans tous les chariots, le coffre à habits, tout ce qui fait le quotidien de ceux qui partent. Et on voit dans les westerns ces chariots bâchés de blanc, ce qu'ils étaient réellement, traînés par des chevaux rapides. Les pionniers n'avaient pas l'argent pour s'acheter des chevaux. Rares étaient ceux qui avaient des chevaux pour traîner leurs chariots. Les chariots étaient traînés par des bœufs. Et imaginons des bœufs déplaçant des chariots lourds d'immigrants dans l'ouest américain sur des milliers de kilomètres jusqu'au Pacifique, jusqu'à l'Oregon. Et on verra quel effort. Les conquérants arrivent à cheval armés. Ils n'arrivent pas dans des chariots traînés par des bœufs. Ce qui remet aussi en question la vision qu'on a donnée, fasciste, réaction, des cow-boys, des pionniers, de ceux qui ont conquis l'Ouest. C'était des familles qui partaient pour créer une autre civilisation. Et là, ce qui est bien, on est à Saint-Louis ou à Saint-Joseph, dans le Missouri, et on suit un convoi, celui d'un missionnaire qui s'appelle James Scott, qui est missionnaire. Son convoi d'une centaine de chariots, et la route est ouverte par un éclaireur de l'armée, qui est devenu éclaireur civil, comme ça, pour les pionniers. C'est Kit Carson, qui a laissé son nom dans l'histoire. On se souvient tous, quand on était gosse, des bouquins de Kit Carson. Kit Carson, éclaireur du convoi, James Scott, missionnaire, et dans tous les convois, il y a un chef de convoi. C'est un ancien lieutenant, encore jeune, de l'armée anglaise, qui s'appelle Johnny Carleton, qui est un vrai coureur des pistes, qui est devenu le chef du convoi. Ces centaines de chariots bâchés, remplis d'immigrants avec leurs familles, je le répète, bien sûr, traversant et se lançant dans l'Ouest américain, c'est le départ d'une épopée, bien sûr, de sang, de souffrance et d'extase, de joie, la découverte d'une terre et d'une civilisation. Et on imagine tous ces chariots quittant Saint-Louis, se lançant sur les pistes de poussière, à la recherche de quoi? Personne ne le sait, d'un mystère et d'une promesse au bout. On a le témoignage de ces grandes épopées par des textes, des lettres de l'époque. Par exemple, le témoignage du lieutenant Butcher, qui était en poste dans un petit fort de l'Ouest, sur une hauteur, et sur la piste des caravanes. Et il dira, en voyant passer ces immigrants, il dira, il était magnifique de contempler l'avance d'un convoi. Les chariots au sommet bâché de blanc, la ligne du bétail, les cavaliers sur chaque flanc avec leurs fusils, les conducteurs avec leurs gros fouets, tous avançaient lentement, de telle sorte que lorsqu'on les voyait de loin, il semblait qu'ils étaient unis et se propulsaient avec la même puissance. Et dans ces chariots qui partent dans l'Ouest, certains chantent leur foi missionnaire, l'appel du Christ,
dans des chants qui sont des chants de l'Ouest, des chants de la piste, l'appel du Christ, The Master's Call, l'appel de celui qui est pour eux la foi, la révélation. Et c'est pour ça que ce voyage est un voyage, une quête spirituelle. When I was but a young man, I was wild and full of fire, a youth within my teens, but full of challenge and desire. I ran away from home and left my mother and my dad. I know it grieved them so to think their only boy was bad. I fell in with an outlaw band, their names were known quite well. How many times we robbed and plundered I could never tell. This kind of sinful living leads only to a fall. I learned that much and more the night I heard my master call. One night we rustled cattle, 1,000 head or so, and started them out on the trail that leads to Mexico. But a norther started blowing and lightning flashed about. I thought someone was calling me, I thought I heard a shout. Then at that moment lightning struck not 20 yards from me, and left there was a giant cross where once there was a tree. And this time I knew I heard a voice so sweet and strange, a voice that came from everywhere, a voice that called my name. So frightened I was thinking of sinful deeds I'd done, I failed to see the 1,000 head of cattle start to run. The cattle they stampeded were running all around. My pony ran but stumbled and it threw me to the ground. I felt the end was near, that death would be the price, when a mighty bolt of lightning showed the face of Jesus Christ. And I cried, oh Lord, forgive me, don't let it happen now. I want to live for you alone, oh God, these words I vow. My wicked past unfolded, I thought of wasted years, when another bolt of lightning killed 100 head of steers, and the others rushed on by me, and I was left to live. The master had a reason, life is his to take or give. A miracle performed that night, I wasn't meant to die. The dead ones formed a barricade, at least 6 or 7 high. Et la légende chantée, c'est aussi, bien sûr, la réalité de ce qui se passe dans la quête de l'Ouest. Des milliers de pionniers qui vont mourir de froid, d'accidents, de maladies, en combattant les Indiens qui leur interdisent, bien sûr, l'accès à leur territoire, qui est territoire sacré, qui leur interdisent aussi la chasse au bison. Et ces pionniers, il faut qu'ils mangent aussi. Et le bison est un animal qu'on peut chasser et tuer. Des enfants qui meurent d'épuisement et de maladies sur la route. Et des tombes tout le long de la piste avec des croix un peu partout dans l'Ouest, ce qui reste aussi du passage des pionniers. Dans le convoi de James Scott, qui est missionnaire, le soir, les chariots forment ce qu'ils appellent le corral, se mettent en cercle, et la communauté vit à l'intérieur du cercle de chariots, avec des sentinelles qui gardent, bien sûr, pour éviter une attaque indienne ou des pillards. Donc les chariots forment le corral, ils sont en cercle. Le bétail à l'intérieur, protégé, et les hommes dans le cercle des chariots vivent leur vie de la nuit, des veillées autour des feux, le bivouac le soir, les chants, les prières, le sommeil, et les sentinelles qui gardent, et au loin, bien sûr, le cri des animaux de la nuit, la hyène dans les montagnes, et une pleine lune superbe qui plombe tout le paysage. Ce grand spectacle, avec les feux qui brûlent de la prairie, où une communauté d'hommes est en train de communier et de prier. La soupe chauffe dans les chaudrons, les enfants qui jouent entre les chariots, et dans le grand silence, recueillis à l'heure du soir et de la prière, tous, chapeau à la main, et James Scott, le missionnaire, qui lit un passage de la Bible, « Je suis la résurrection, dit le Seigneur, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est-à-dire donner une foi qui fasse en sorte que la mort ne soit rien, et que tu puisses aller au bout de ton aventure sans jamais rien risquer, étant libre sans cesse, et croyant bien sûr à la résurrection. Les hommes pris dans le camp, genoux à terre. Et puis bien sûr la nuit commence, et à l'autre bout du camp, des hommes jouent aux cartes sur des vieux tonneaux d'eau renversés, des femmes chantent.
Une femme chante à l'autre bout du camp, là où sont les sentinelles qui gardent l'accès à la piste. Et tous reconnaissent la jeune épouse de Johnny Carlton, qui est le chef de convoi. Et la voix raconte une histoire de la nuit. À la fois la nostalgie de la terre dont on est parti, la terre natale, l'Irlande par exemple, pour cette famille, l'Angleterre, et puis aussi l'espoir de la mystérieuse terre promise qui est là-bas dans l'ouest, la nuit, un chant, qui est l'âme aussi de cette quête vers l'autre terre. Några falsetor jag ingering någon kärlek stod skyen Några falsemässor jag ingering Les chariots de James Scott et du lieutenant Johnny Carlton, qui est le chef de convoi, suivent la piste de l'Oregon, qui va du Missouri jusqu'à l'océan Pacifique, et doivent traverser bien sûr l'énorme rempart des montagnes rocheuses. Ils chassent, bien sûr, sur la route pour vivre. Kit Carson, qui est l'éclaireur qui commande et ouvre la route, il connaît les pistes, il revient de l'ouest à travers de multiples aventures, et tous les convois ont des éclaireurs, des trappeurs qui sont leurs guides et ouvrent la piste, ou essaient d'ouvrir la piste, parce que on se perd dans cette immensité, bien sûr. Et la vie presque tribale, communautaire du convoi, un voleur, par exemple, des gens se mêlent aux immigrants du convoi pour faire de sales affaires, et un voleur dans le camp qui est pris par les gens du convoi, par le chef du convoi, est jugé par un tribunal, qui est un tribunal des immigrants, eux-mêmes dressent un tribunal, il est jugé et s'il a volé, il est exilé, il est banni, on lui file un fusil bien sûr, de la nourriture et on le lâche dans l'ouest, il se débrouille, il vit, il est expulsé du convoi. C'est ainsi que se fait la justice. Il faut une justice bien sûr pour tenir entre eux des centaines, des milliers d'immigrants et qu'ils n'explosent pas, qu'ils soient tenus. Et tous n'ont pas la foi qui soulève et qui te donne un but. Il y a aussi ceux qui vivent pour les rapines, on le verra dans l'ouest américain, tous les désesperados de cette histoire, dont certains sont aussi entrés dans la légende, bien sûr. Et l'étonnant, dans tous ces convois, ces centaines de convois qui traversent l'Ouest, qui partent les uns après les autres, l'étonnant, ils sont dispersés sur les 4 grandes pistes, celle de Santa Fe qui va sur le Mexique, celle de l'Oregon, celle de la Californie et celle des Mormons jusqu'à Lake City, leur lac sacré. L'étonnant pour ces milliers d'immigrants, c'est qu'il existe, dans cette dispersion de la quête, un sentiment national. Ça paraît impossible, impensable. Il existe, depuis la chute d'Alamo, au Texas, dans le Texas mexicain. La chute d'Alamo qui s'est produite, nous sommes en 1836, en mars 36, quelques mois avant, où 5000 Mexicains ont donné l'assaut à un fort dans lequel étaient retranchés 180 Texans. Et les 180 Texans, presque, ont tous été exterminés. Et Washington, à l'Est, n'a rien fait. Pensant que c'était un épiphénomène de la conquête de l'Ouest, on pouvait laisser sans intervenir dans les affaires mexicaines du Mexique, laisser exterminer 180 pionniers sur des milliers. Non, cette défense héroïque d'Alamo a créé chez les pionniers un sentiment national d'appartenance à une communauté et à un grand mouvement. Alamo, cette grande page de l'histoire de l'Ouest, c'est une ancienne mission religieuse, qui a été transformée en fort, c'est-à-dire tout simplement entourée d'un mur de terre, pas plus, et dans laquelle sont retranchés 186 Texans, dirigés par le colonel Travis, des hommes qui sont venus des pistes de l'Ouest, et qui vivent, qui occupent le fort. Et le général mexicain Santa Anna donne l'assaut du fort avec 5000 hommes, et des canons, bien sûr,
Et d'abord, avant de donner l'assaut, demande aux Texans qu'ils se rendent, qu'ils deviennent prisonniers des Mexicains, et qu'Alamo soit ce qu'il est, une terre mexicaine et non pas une terre texane. Plus tard, cette partie deviendra le Texas, justement. Et les hommes de Travis, les 190 coureurs des pistes enfermés dans Alamo, en réponse à Santa Anna, ne disent pas un mot, font tirer le canon, c'est tout. Santa Anna a compris, c'est l'encerclement d'Alamo, pendant plus d'un mois l'encerclement, et Washington qu'on appelle et qui ne répond pas et qui ne fait rien. C'est donc l'hécatombe et l'extermination de ces 186 Texans. Et chez tous les pionniers aux quatre coins de l'Ouest américain, la chute d'Alamo va déchaîner des passions après la chute d'Alamo. Des passions réellement. Ce sont des moments les premières légendes d'une histoire qui commence. Elle a déjà ses légendes. Alamo est une légende dans l'instant. Les pionniers se souviennent d'Alamo tout de suite, il y a 3 mois en arrière, comme on se souviendrait maintenant d'une page de l'histoire il y a plusieurs siècles. C'est maintenant, les légendes de l'Ouest américain se créent dans l'instant, avec des décalages de quelques mois. C'est pour ça que les passions sont à la fois dans le quotidien vécu tous les jours, mais aussi en même temps dans la légende, ce qui donne une dimension, une hauteur à la quête, à ce mouvement vers la terre promise, qui est réellement un voyage spirituel. Et dans Alamo, encerclé par les 5000 Mexicains de Santa Anna, un groupe de types va briser l'encerclement par la ruse, une poignée, 20 mecs, et entrer dans Alamo pour prêter secours aux 186 Texans, ça en fera que 20 de plus, qui sont ces mecs qui franchissent l'encerclement mexicain et entrent dans Alamo. Eh bien, ce sont des coureurs, des trappeurs, c'est David Crockett, entre autres, James Bowie, Daniel Boone, de vieux trappeurs qui rejoignent et viennent aider, prêter main forte aux Texans, en sachant qu'ils seront exterminés. C'est vraiment 20 mecs qui rentrent dans un fort encerclé par 5000 Mexicains, ils savent bien qu'ils vont rien faire de plus contre les Mexicains. Non, c'est pas du suicide. C'est la décision que ta vie peut s'arrêter là, somptueusement, en pleine gloire, dans une espèce... Tu vas créer la légende, là. Tu vas inscrire la légende et faire briller ce qui est l'âme de ce continent et ce qui sera plus tard les grandes pages de l'histoire. Ces mecs, ils vont pour cette hauteur-là et ce don d'eux-mêmes. Simplement le don d'eux-mêmes. Physiquement, le don d'eux-mêmes. Et lorsque Santa Anna demande encore au colonel Travis de se rendre, celui-ci dit « Je ne me rendrai jamais, la victoire ou la mort. » La victoire, 186, 5000, ils savent d'avance qu'il ne peut pas y avoir victoire. Ils sous-entendent la mort maintenant, mais dans une explosion qui soit celle de la légende américaine de l'Ouest, qui se construit là dans le sang d'Alamo. Et dans le camp fortifié, une mission religieuse entourée d'un mur de terre, les bannières texanes, qui seront plus tard les drapeaux de cet État, le Texas, qui pour l'instant est mexicain. Et avant l'assaut, les 5000 Mexicains, comme ils le font à chaque fois, font jouer leur trompette. C'est un rythme de mort, un rythme funèbre. Et lorsqu'on l'entend, il s'appelle le degoelo, il veut dire pas de quartier. Quand on l'entend, on sait que l'assaut qui va suivre après que les trompettes aient joué, c'est définitif, il n'y aura aucun survivant. Et les Mexicains, vieille tradition funèbre des Mexicains et guerrières, joueront le même air des décennies plus tard, lorsqu'ils assiégeront les légionnaires à Cameron, la fameuse fête de la Légion de Cameron, joueront exactement la même musique funèbre avant de donner l'assaut. En 1836, la musique funèbre mexicaine, qui veut dire pas de quartier, et quand les coureurs des pistes qui connaissent les traditions de tous ces pays, dont David Crockett, perché sur les remparts avec James Bowie et d'autres, entendent cette musique. Ils disent au colonel Travis, vous savez ce qu'il joue? Ça veut dire pas de quartier. C'est l'attaque finale. Après, c'est fini. Et lorsque les Texans entendent la musique des assaillants mexicains, ils savent que c'est la mort déjà qui est posée là, avant même l'assaut. Une espèce de zone sombre, magique, qui coiffe le fort, et fait que c'est peut-être beaucoup plus fort que l'attaque des 5000 Mexicains. Déjà, les Texans savent que c'est fini. Il arrive des déconnexions dans l'histoire, ce sont des choses qui se produisent, et puis des ruptures dans le temps, aussi bien dans ce qu'on est en train de faire. Et à ce moment-là, la rupture était réelle, c'était vraiment un instant de silence avant que ne jouent les trompettes mexicaines et avant l'assaut final du fort.
Et après, c'est l'assaut du fort, bien sûr, et le massacre. Et les témoins se souviendront du grand rire de David Crockett, acculé au mur, plus de munitions, combattant avec la crosse de son fusil ou à l'arme blanche, avant d'être transpercé par une baïonnette mexicaine. Plus tard, l'armée américaine vengera les martyrs de l'Alamo, et le Texas deviendra américain. Il entrera dans les États confédérés, avec sa légende, ses chants de marche, comme un exemple de ce qu'est une nation, de ce qu'est un État réellement mystique, et non pas mercantile, non pas livré aux forces politicardes qui se partagent le monde, réellement mystique, c'est-à-dire avec une élévation et un élan vers le sacrifice et le don d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il reste du Texas d'Alamo aujourd'hui? Sinon, eh bien sûr, encore en musique, sa légende et son histoire. Oh, the yellow rose of Texas is the only gal I love. Her eyes are even bluer than Texas skies above. Her heart's as big as Texas, and wherever I may go, I'll remember her forever because I love her so. There are so many roses that bloom along the way, but my heart's in Amarillo, and that's where it will stay. With the yellow rose of Texas, so I better get there fast, 'cause I know I was her first love, and I wanna be her last. The yellow rose of Texas is the only gal I love. Her eyes are even bluer than Texas skies above. Her heart's as big as Texas, and wherever I may go, I'll remember her forever because I love her so. The eyes of Texas are upon you all the live long day. The eyes of Texas are upon you. You cannot get away. Do not think you can escape them. It's not early in the morning. The eyes of Texas are upon you. Et on peut se souvenir, il n'y a pas très longtemps, quand j'étais môme, moi j'alignais mes chariots sur le parquet pour me souvenir de l'épopée du missionnaire James Scott ou de Kit Carson, dont j'achetais les magazines tous les jeudis, les magazines à couverture jaune, ou de William Cody, Buffalo Bill, qui était le meilleur tireur du bison de l'Ouest, ou de Billy the Kid, le Desesperado, ou de Geronimo aussi, le guerrier Apache, qu'on voyait grand écran couleur au cinéma, et les Sioux Sitting Bull sur les magazines, sur les écrans. Une légende qui nous imprégnait dans des jeux d'enfance quotidiens, pas seulement une histoire, tiens, on joue aux cow-boys et aux indiens, comme on disait, mais derrière, une émotion pure, celle d'une aventure pure, qui a été celle de pionniers qu'on porte dans le sang, et qui dans l'enfance se réveille par émotion, par vibration, et qui fait qu'on vit réellement ça d'abord. Quand on jouait aux cow-boys et aux indiens, il n'y avait pas, tiens, on joue à, non, on était dedans. Quand tu jouais avec des figurines de plomb ou des Starlux sur ton plancher, tu te recomposais des westerns, tu disais pas, tiens, ce que je mets là, c'est un soldat en plastique qui va faire ça. Non, tu étais dans le personnage, tu vivais l'épopée, la légende, et c'est une mémoire. C'est pas simplement des jeux de gosses, c'est une mémoire, comme il y a aussi d'autres mémoires, bien sûr. C'est une mémoire, l'enfant ne la perd pas. Il est neuf, il la garde. Les adultes la détruisent, ils tuent la légende. On le verra à la fin de l'Ouest, comment va mourir l'Ouest américain pour faire des affaires, pour installer des chemins de fer, des sociétés, des industries. Ce qui se passe sur toute la planète aujourd'hui. C'est comme ça qu'on tue la légende. Le modernisme, c'est le tueur de légende. La légende, c'est la piste de l'Ouest, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Que ça a été pour certains la route des Indes dans les années 60, que ce soit la route des pèlerinages, que ce soit, peu importe, la route que tu suis et l'élévation à laquelle tu vises. Bien sûr, la légende, c'était aussi le colonel Custer à la tête du glorieux 7e de cavalerie. On s'en souvient du massacre du 7e à Little Big Horn. Et bien sûr, David Crockett, qui était le mythe. Et quand j'étais gosse, je feuilletais tous les jeudis, j'avais un canard qui s'appelait Cœur Vaillant. À Cœur Vaillant, rien d'impossible. C'était un canard chrétien en couleur d'aventure. Et il y avait une photo qui revenait tous les jeudis d'un petit môme avec un bonnet de trappeur. Et tu faisais un concours et tu pouvais gagner le bonnet de trappeur. C'était quoi? Ce bonnet, la force de la fourrure du trappeur, dans ce bonnet fait dans un castor, dans un animal de l'Ouest américain que tu portes
comme les Indiens portent des charges totémiques magiques. Cette force magique du bonnet de castor, de trappeur, fait qu'à certains Noëls, on recevait au miracle la grande panoplie de David Crockett, avec le bonnet, la corne d'appel, le couteau de chasse, ces fringues de môme qui, encore une fois de plus, nous identifient à l'histoire et à la légende. Et c'est pas simplement des histoires d'enfants, c'est ce qui est réellement la grande quête de l'Ouest américain, l'enfance, l'innocence et le face-à-face avec la mort. Il y avait un homme qui s'appelait David. Il était né dans le Tennessee, si courageux que quand il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. David Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. À 14 ans, il s'était perdu dans un désert vaste et inconnu. Pendant 10 jours, il marchait vers le sud, sans rien manger qu'un petit peu d'herbe crue. David Crockett, l'homme qui n'a jamais faim. Pendant la guerre contre les Indiens, il combattit tout ce contre 20. Ayant une flèche plantée dans une main, il l'arracha avec son autre main. David Crockett, l'homme qui n'a jamais mal. Dans la forêt au cœur de l'hiver, quand il chassait les loups et les cerfs, le torse nu et les bras découverts, il s'en allait, rayant de courant d'air. David Crockett, l'homme qui n'a jamais froid. On le présenta pour les élections, et ses discours émuaient l'opinion. Il était là dans toutes les réunions, la tête froide malgré son émotion. David Crockett, l'homme qui n'a jamais chaud. David Crockett, l'homme qui n'a jamais fui. Ça, c'est bien sûr l'enfance. Et là, tu meurs pas. Tu es dans une aventure d'éternité. Mais, sur les pistes de l'Ouest, on meurt. Et lorsque les convois des Mormons, cette communauté religieuse, prennent la route pour l'Utah, pour Salt Lake City, qui sera leur terre promise, où se sont installés les Mormons, leur raison de partir est très particulière. Les frères mormons disent, avant de monter dans les chariots, se disent, frères, la fin du monde est proche. Seule la foi dans l'Évangile nous sauvera. C'est ça, la foi de départ des Mormons. Et elle les poussera par une route terrible, avec des milliers de morts, d'épuisements pendant le franchissement des montagnes rocheuses, de maladies ou de combats contre les Indiens et plus tard contre l'armée américaine. Ça, c'est une des pistes, celle des Mormons, parmi d'autres. Mais on est sur la piste de l'Oregon avec ce convoi de chariots que dirige Johnny Carleton et dans lequel vit ce missionnaire James Scott en juin 1836. Et le convoi de Johnny Carleton finit par arriver au rempart des montagnes rocheuses. Elles sont là, au milieu de la piste, de la plaine, de la prairie, un immense rempart, enneigé, infranchissable, plus qu'une montagne. La terre s'arrête là. Comment on va faire pour passer? Comment on passe? Et au pied des montagnes vivent bien sûr les tribus indiennes de la région qui gardent la montagne sacrée des Rocheuses. Le soir, au pied des montagnes, avant le grand départ et le franchissement des Rocheuses, les chariots encerclent de nouveau, et puis les hommes présents. Bien sûr, la préparation, c'est une préparation particulière. Cette fois-ci, le voyage est différent. Il s'agit d'une traversée qui est presque peut-être sans retour. Tout près, il y a des camps indiens, il y a une effervescence, un mouvement, on entend les tam-tams qui ne veulent rien dire à part pour les coureurs des pistes, pour les trappeurs. Et Kit Carson, accompagné de Johnny, le chef du convoi, va réussir à s'approcher du camp indien et assister à quoi? Tapis dans la végétation, dans l'obscurité, ce camp éclairé par la lune, c'est cette tribu d'hommes qu'ils n'ont
pratiquement qu'on ne voit pas en Europe en tout cas, une manière différente de vivre, une manière rituelle de préparer quoi? La guerre. C'est une préparation à la guerre parce que pour ces Indiens-là, bien sûr, on sait que les chariots sont tout prêts et selon la coutume indienne, au lever du soleil, les dizaines de milliers de guerriers chargeront le convoi de James Scott pour l'empêcher d'atteindre les montagnes rocheuses, la terre sacrée des Indiens. Et Kit Carson, tout près du camp indien, prend conscience que là aussi, ce ne sont pas simplement des armes qui tuent, la flèche qu'on lance, la lance ou le poignard, il y a derrière une force, une magie, une présence, une foi. Dans ces temps aujourd'hui où la foi a disparu, la foi des Indiens est sacrée elle aussi. Elle enflamme les guerriers, elle fait vivre la communauté, elle les met en relation magique avec l'univers. Bien sûr, les chrétiens qui arrivent dans les chariots savent ce qu'est pour eux l'incarnation du Christ, ce que sont ces gens en face qu'ils considèrent bien sûr comme des païens possédés du diable. Mais le diable pour eux est une force, et la force magique des Indiens existe. Tous les trappeurs en ont parlé. Et de retour au camp, la stratégie de Kit Carson, ayant vu les préparatifs de guerres indiens, c'est de dire aux immigrants, les Indiens vont attaquer au lever du soleil. La montagne, les Rocheuses, c'est une montagne sacrée, qui les terrifie, ils n'y entrent pas. Alors partons maintenant, cette nuit, traversons les Rocheuses. En partant maintenant, on évite l'attaque des Indiens qui, selon leurs traditions et leurs coutumes, n'attaqueront qu'à l'aube. Et en entrant dans les Rocheuses, on les empêche de nous suivre, puisque pour eux, les Rocheuses sont une montagne sainte, sacrée, magique, mais terrifiante. Et c'est la grande ruse, la grande subtilité de ce coureur des pistes de Kit Carson, de déjouer ainsi l'attaque des Indiens. Et les chariots se mettent en mouvement et commencent à quitter le campement et à s'enfoncer dans l'obscurité, dans cette énorme masse des Rocheuses, sans savoir où ils vont, en suivant des semblants de pistes, en escaladant. C'est la résonance lourde et magique de la montagne, que tous ressentent en sensibilité comme une magie, une force. C'est plus les Indiens qu'on va combattre, ils n'entrent pas dans les Rocheuses. C'est quoi? C'est les sortilèges qui remplissent les montagnes rocheuses. On voit certains qui les ont franchis déjà, les trappeurs comme Kit Carson ou Buffalo Bill, n'ont vu aucun sortilège dans les Rocheuses, sinon bien sûr le danger et la mort. La mort tombée, de quitter, de verser du cheval et de tomber dans un ravin, par exemple. Ou un effondrement, un éboulement. Mais pour les pionniers qui, pour la première fois, découvrent les Rocheuses, la montagne est une magie qui les coiffe, qui les tient. Il faut traverser plus que des hommes en armes, un esprit, un grand esprit, peut-être l'esprit des tribus indiennes. Et pour ce combat de la nuit, les immigrants chrétiens savent quelle est la grandeur de leur épopée, humble et volontaire. Et ils traversent la montagne en demandant la sainte protection des anges, une autre force aussi.
Et bien sûr, la traversée est extrêmement dangereuse. Il y a les chariots qui basculent dans le ravin et s'écrasent 100 mètres plus bas. D'autres chariots qui versent en traversant les torrents et les rivières de montagne. Des hommes qui se noient et se fracassent sur les rochers. Des éboulements de terrain. Le danger de la montagne telle qu'elle est. Et après des longues journées de traversée, où ils perdent plus de 50 hommes dans le convoi de James Scott, à la sortie des Rocheuses, d'autres Indiens, les Indiens Chinook qui sont les alliés des Creeks, les attendent de l'autre côté des Rocheuses. Et combat, chariot en cercle. Le besoin de défendre ta vie et de continuer ta route. Tu pouvais rester en Europe. Pourquoi tu es là? Pas pour tuer des Indiens, pour la piste, pour la terre, pour le voyage et pour l'épopée. Et là, tu risques ta vie et celle de ta femme, de tes gosses aussi. Ce sont des familles qui sont dans les chariots. Donc, combat contre les Indiens, les flèches incendiaires, des chariots qui brûlent. Et Kit Carson et Johnny, le chef du convoi, tentent un dégagement à la tête d'immigrants armés et ouvrent une brèche et réussissent à reprendre la piste en ayant perdu des hommes, des femmes et des enfants. Et ils sortent des Rocheuses par la grande passe du Sud qui porte ce nom depuis. Et c'est la piste de nouveau à travers la prairie et le chant des cow-boys au pas du cheval, les ballades de l'Ouest. Et encore, dans cette histoire de l'Ouest, telle qu'on la vivait quand on était enfant, adolescent, à l'époque de la féerie et du mystère, on avait gardé la mémoire de cette épopée. Moi, je me souviens de chant scout, et le scoutisme, c'était quoi? Qu'est-ce qu'un scout? C'est un mot qu'on trouve dans l'Ouest américain. Un scout, c'est un éclaireur de l'armée américaine, ça s'appelle un scout. Pourquoi depuis ces tribus, ces groupes, ces communautés de jeunes des années 50, que j'ai connues à cette époque, s'appelaient des scouts? Tout simplement parce que tu revivais au niveau du jeu de piste, encore le jeu de piste, du totem, les initiations indiennes, le totémisme des scouts, ce que tu portais, le couteau de chasse, encore une fois, une épopée, une légende et une mémoire qui ne mourait pas et qui était présente. Et dans ces chants scouts des années 50, c'était là aussi, franchement, et au niveau de ton émotion adolescente, croyant à l'épopée et à la quête, c'était réellement un hommage aux pionniers de l'Ouest. Les pionniers sont passés avant le jour, dans les rues du village accablé, et mon cœur a frémi à leur ballon, sur les bords de la Red River Valley. Ô Seigneur, un retour entre tes mains, où je vais aujourd'hui, je ne sais. Ô Seigneur, un retour entre tes mains, mais je veux retrouver les pionniers. Les pionniers pour le village ont peiné, à leurs mains la vallée s'est pliée, et bientôt un barrage est terminé, sur les bords de la Red River Valley. Ô Seigneur, la retourne entre tes mains, où je vais aujourd'hui, je le sais. Ô Seigneur, la retourne entre tes mains, mais je veux retrouver les pionniers. Et les premières villes de l'Oregon, bâties par les pionniers qui atteignent les terres de l'Oregon, ces villes champignons qui poussent d'un seul coup sur le bord des pistes, attirent bien sûr, comme toutes les villes, les aventuriers, les chercheurs d'or qui foncent dans les Rocheuses, la quête de l'or, et pour défendre le minerai, et pour défendre la possession matérielle, le revolver et les hommes des pistes, les bandits de l'Ouest, sans foi ni loi. Et dans les villages et les villes, la nécessité pour l'ordre et la loi d'un shérif. Et on désigne l'un des immigrants, dans le convoi de James Scott, installé dans l'une des premières villes de l'Oregon, Johnny Carlton, le chef de convoi, est nommé shérif du lieu. On construit des églises, les églises apparaissent dans les villages, dans les villes de l'Ouest. Chaque ville, chaque village est bien sûr la proie des bandits de l'Ouest, la banque. Les grandes images simples d'Épinal dont on se souvient des westerns, des bandits attaquant le revolver au poing la banque du village ou la diligence pour piquer les postes, les sacs de la poste, le fric. Bon, c'est pas une image d'Épinal, c'était vraiment le quotidien de l'Ouest où il fallait un shérif et des hommes d'armes, de loi, portant les toiles sur la poitrine pour défendre une communauté et empêcher, dans une région immense où il n'y a aucune structure réelle, empêcher justement le délire meurtrier
totale. Donc la loi était nécessaire. Ces shérifs qu'on installait, ces marshals dans les villes et les villages. Et ces bandits de l'Ouest, c'est des desperados dont certains vont rentrer dans la légende, comme les frères James, comme Jesse James, comme Billy the Kid. Billy the Kid qui a laissé dans l'imagination et dans l'histoire, et pas seulement la légende, l'image d'une destinée vouée au meurtre et au pillage. Comme un don, comme ça. Les premiers meurtres de Billy the Kid, il avait 16 ans. C'est le départ. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'apparaissent sur le marché américain, non plus les fusils à poudre des trappeurs, mais les premières armes sophistiquées, le six gun, le Colt à 6 coups, ou la fameuse Winchester de l'Ouest américain. Et puis, à la recherche de ces brigands de l'Ouest, les affiches qui fleurissent sur les murs, les têtes mises à prix, wanted en recherche, les chasseurs de primes qui surgissent, apparaissent, et qui est aussi l'attrait du minerai, l'attrait de la pièce d'or, l'attrait du fric, et déjà l'installation d'une mentalité viciée et corrompue de l'Ouest américain qui a été vraiment ça, dangereux pour ça. Et puis il n'y a pas simplement le bandit de l'Ouest que le shérif arrête, amène en prison et qui 2 ou 3 jours plus tard, lorsque le juge arrive de la ville, est jugé légalement selon la loi civile et selon la Bible aussi, dans le tribunal du village. Il y a aussi les lynchages, parce que la foule des villages n'accepte pas qu'un prisonnier, un meurtrier soit jugé par la justice. Ils veulent eux-mêmes faire justice. On arrive avec des cordes, on essaie de lyncher. Bien sûr, shérif, marshal et hommes de loi empêchent la foule en colère. Alors qu'est-ce qui peut pousser une foule au lynchage pour un meurtre ou un pillage, une banque, peu importe, commise? Ça se passe demain dans ta ville, tu lis ça dans les journaux, tu laisses la police faire son travail, tu te dis pas dans ta tête, si j'avais pu le lyncher, ça vient pas à l'esprit, c'est aberrant. Qu'est-ce qui peut faire qu'une communauté entière, presque, crie au lynchage? Parce que dans cette communauté basée sur une perception spirituelle du monde, je dis bien ceux qui tiennent la communauté, il y a aussi ceux qui sont, comme on dit, sans foi ni loi, ceux qui pillent, eh bien, ce manquement à la parole de Dieu, à la Bible, qui est le livre sacré sur lequel est bâtie la conquête de l'Ouest américain, est une faute terrible qu'on fait à la morale pour eux, à la vie et à Dieu. C'est à ce niveau-là qu'ils jugent. Nous, on ne pense pas à ça, on juge au niveau purement social. T'as volé ça, bon, ok. C'est à ce niveau-là pour dire que cette société est bâtie sur un ciment, même si certains le savent ou le savent pas, un souffle, qui est un souffle mystique, non pas d'une foi installée, comme elle l'est dans nos sociétés modernes, mais en mouvement, en une épopée, une légende, une quête, comme l'a été celle de la quête du Graal dans le Moyen-Âge, à l'époque médiévale, ce qu'on a vécu ici. Et Billy the Kid, qui a laissé son nom dans la légende, a été, on pourrait dire, un archange du mal, un archange noir, mais il a marqué, bien sûr, l'Ouest américain. I'll sing you a true song of Billy the Kid. I'll sing of some desperate deeds that he did way out in New Mexico long, long ago, when a man's only chance was his old 44. When Billy the Kid was a very young lad, in old Silver City he went to the bad, way out in the West with a gun in his hand. At the age of 12 years he did kill his first man. There's Mexican maidens play guitars and sing songs about Billy, their boy bandit king. Ere his young manhood has reached its sad end, with a notch on his pistol for 21 men. Was on a sad night when poor Billy died. He said to his friends, Et les pionniers sont installés dans l'Ouest, ce n'est plus la quête sur les pistes, ce sont les villes et les villages qui fleurissent. Et comment on passe sa vie quotidienne, hormis le fait qu'on travaille, qu'on s'occupe du bétail ou de la vente de fourrure, ou qu'on ouvre les villes de l'Ouest, il y a tous les jeux de l'Ouest américain, tous les jeux qui ont fait que cette communauté était vivante et vivait à sa manière, vivait une autre civilisation, une autre manière de
de se comporter dans le quotidien. Et dans les villes, bien sûr, il y avait les saloons pour le jeu, ou les rodéos, les jours de foire et de fête, les courses de chariots dans l'Ouest, des centaines de chariots prenant le départ et fonçant à travers les pistes de poussière. Et le premier arrivé après 1 ou 2 jours de voyage, c'était quoi ça? Sinon le rappel nostalgique de la grande quête, de la grande épopée qui les avait amenés des années auparavant de l'Est à l'Ouest, à travers tout l'espace américain. Et ces jeux de course, de chariots, c'est une sorte de rituel du souvenir, comme ça, nostalgie de ce qu'ont été jadis les grandes courses de chariots qui, elles, ne s'arrêtaient pas et duraient des mois et parfois des années, bien sûr. Et l'Ouest américain, c'est pas seulement les jeux, c'est aussi la proximité de la mort, les duels qui sont pas interdits. 2 hommes peuvent s'affronter colt au poing dans un jeu, dans une légalité, plutôt une espèce de règlement qu'on se donne à soi-même. Il y a un code du duel qui est donné par ces gens qui font des duels, qui n'a rien à voir avec les lois, avec la justice, qui est une tradition. Ça appartient pas à la justice. C'est une tradition. Dans cette tradition, ces hommes qui se battent en duel, bandits ou pas, peu importe, respectent un code, celui du face-à-face dans la rue et on pourrait dire, de la propreté, oui, de la mort qu'on donne à l'autre, qui lui aussi veut te donner la mort. C'est le jeu du duel. Il n'y a pas un supérieur qui veut détruire un autre. Il y a 2 êtres humains qui veulent se donner mutuellement la mort. L'un d'eux va tirer le plus vite. C'est le duel et c'est la tradition du duel qui traduit quoi? La proximité de la mort. Et la proximité de la mort qui vit chaque instant, c'est le corbeau noir perché sur l'épaule de l'immigrant ou de l'homme de l'Ouest sans arrêt qui lui dit tu peux mourir tout de suite. Et contrebalancé par quoi? Par les grandes fêtes, par les foires, par les rodéos, les fêtes de village, les fiestas du Mexique, les grands rassemblements pour les foires annuelles où on vend le bétail et où on vient de tout l'Ouest pour vivre la fête d'une communauté qui, par cette explosion de gaieté, montre justement la proximité de la mort. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones como las que el ranchero de los comienzos de lana, de los acabos de cuero. I'd love to roam out yonder, out where the buffalo wanders, free as the eagle flying. I'm roping and a tying, I'm roping and a tying. Give me my ranch and my cattle, far from the great city's rattle. Give me a big herd to battle, for I just love herding cattle. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, Et l'Ouest, c'est toujours la légende, c'est aussi une autre manière d'entendre, de voir et de sentir ta vie quotidienne. Même ce grand écran couleur dans le style hollywoodien du western, moi je me souviens, tout était toujours là. Maintenant, tu peux voir ces films au ciné-club, les westerns classiques de la tradition, et te dire, ouais, c'est sympa, les couleurs, c'est marrant, c'est naïf. Mais il existe un état d'être, un état d'esprit, un état d'aventure qui fait que rien n'est perdu, et que cette autre histoire qui est loin derrière n'a pas cessé d'être présente, qu'elle est en toi tout de suite, ta vie quotidienne, et ta manière de mettre ta vie et ta mort en jeu dans la balance de ta vie, dans la balance quotidienne de ton existence, d'être en quête et de ne pas abandonner justement la route de l'Ouest. And your eyes through a kiss when they met mine.
Now we own all the stars and a million guitars are still playing. Darling, you are the song and you'll always belong to my heart. Was a moment like this. Do you remember? And your eyes threw a kiss when they met mine. Now we own all the stars and a million guitars are still playing. Darling, you are the song, and you'll always belong to my heart. Et homme des terres de l'Ouest, souviens-toi du calumet de la paix qu'on fumait dans les tentes, sous les tentes indiennes, qui n'était pas seulement une herbe pour t'éclater la tête et t'envoyer au huitième ciel, mais une manière de communier et de communiquer avec ceux que tu rencontrais, avec lesquels tu allais passer un pacte et un contrat, une alliance, tribus indiennes et grands chefs de la cavalerie américaine. Et ça, c'est oublier toute une histoire de l'Ouest. Ouais, ok, 1837, 38, 40, 50, on sait plus. Et le convoi de James Scott ne bourlingue plus, il a pris racine. C'est un village, une ville. Les pionniers habitent des villes, des fermes, des ranchs dans l'Ouest, dans l'Oregon. Et le lieutenant Johnny Carlton n'est plus chef de convoi, il est shérif. Il habite avec sa famille une petite ville de l'Oregon. Il est shérif du coin. James Scott, le missionnaire, ne fait plus la route, ne prend plus la piste. Il va le dimanche matin célébrer sa messe dans l'église du village. Et tous les immigrants paroissiens sont présents. Colt au poing et au point. Excusez le lapsus, il n'y a plus de combat. Justement, Colt au point, pourquoi? Et c'est là où l'image est présente. C'est que les trois frères James, les trois bandits recherchés de l'Ouest, arrivent au village. Pendant ce temps, dans l'église, Colt au côté, pas au point. Les hommes prient. Mais ces trois mecs arrivent, les frères James. Il y a leurs affiches partout sur les murs. Wanted, recherchés pour des milliers de dollars de rançon, on demande de primes de... Ils sont recherchés pour meurtre, pour pillage. Et l'histoire, la légende a retenu justement ces frères James, dont le fameux Jesse James. Pendant ce temps, le village, dans sa vie quotidienne, ok, l'église, le dimanche matin, et la rue principale avec ses échoppes, le maréchal Ferrand qui fait les chevaux de la communauté, l'échoppe du coiffeur, le marchand d'armes qui vend aussi de l'épicerie en même temps que des armes, des vieux fusils de trappeurs, fusils à poudre, et puis la fameuse artillerie toute neuve, les six guns, les 6 coups, les Colt, les longs Colt de l'Ouest, les Colt 45 et les Winchester, bon. Et puis plus loin, le saloon où l'on danse tard dans la nuit, et les trois cavaliers qui apparaissent et qui approchent du village, les frères James. Et l'entrée dans le village. Et 3 types qui prennent possession d'un village de, 100 personnes. Et les gens qui se terrent avec leur famille dans leur maison et n'osent pas sortir. Ces 3 types recherchés ont créé une légende de mort, si bien qu'ils arrivent comme vraiment des archanges de la mort, et pas simplement de bandits qui infestent l'Ouest. Depuis des mois qu'on les recherche, tout ce qu'on raconte sur eux fait en sorte que leur arrivée simplement, ils ont gagné. Et qui s'oppose aux 3 frères James? Eh bien, bien sûr, le shérif, puisqu'il est shérif, Johnny Carlton, l'ancien chef de convoi. Et ça rappelle une scène du film Rio Bravo. Il y a aussi avec lui un vieil ivrogne, un ancien coureur des pistes qui l'accompagne. Et James Scott, le missionnaire, qui ne craint pas de poser sa Bible et de prendre un fusil. Mais les frères James ne combattent pas pour l'honneur, eux. Ils combattent pour le meurtre, souvent lâche, pour le pillage. Pourtant, dans la tradition du western, l'affrontement se fait entre Johnny, le shérif, et Jesse James dans la rue du village. L'affrontement
de deux hommes dans cette rue du village est une manière de régler un problème définitif, alors que pour les frères James, il n'y a pas de rituel du village, il n'y a pas de communauté de vie, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de droiture, il y a le meurtre. Donc ils ont monté un piège pour foutre en l'air le shérif et ses deux associés. Mais dans la rue, légalement, il y a ce face-à-face traditionnel du western, dans la grande tradition. Le village, ouais. Pas seulement le village. La présence de la mort dans la rue. Et la tradition d'un combat tel qu'on le voit ou tel qu'on le voyait dans les westerns pas très anciens. Une coutume de vie et de mort. Une manière d'affronter sa propre vie et sa destinée. Que tu crois ou tu ne crois pas en Dieu. Mais pour les immigrants qui croyaient en Dieu, pour Johnny Carlton, le chef du convoi, l'homme à l'image de l'Ouest est l'homme libre, qui ne craint pas la mort, qui ne craint pas de mourir, d'une part parce qu'il entre dans la légende de l'Ouest, mais aussi puisqu'il croit, parce qu'il rentre dans la lumière du Christ. Et le combat, bien sûr. Les frères James, embusqués avec des acolytes, mitraillent le shérif du village avant même qu'il ait pu sortir ses colts dans le dos. Jesse James, en face, n'a même pas tiré son revolver. C'était un duel pour la frime, bidon, un piège. Johnny Carlton abattu, James Scott blessé, vieil ivrogne, une balle dans la tête. C'est ainsi que les frères James vivaient la loi de l'Ouest. Ouais, la mort de Johnny Carlton dans la rue, à ce moment de l'histoire, bien sûr, le fait entrer dans la légende. Mais ça, c'est pour l'histoire, grand écran, en couleur. Elle le fait entrer dans la légende de l'Ouest, mais elle laisse derrière lui la souffrance et les larmes. Dans le petit cimetière du village, les paroles de James Scott, portées par le vent de l'Ouest, la poussière soulevée de la piste, ce petit cimetière, ces croix plantées, et ce prêtre qui, sur la tombe du shérif, dit « Jésus a dit, quiconque croit et voit le Fils de Dieu, croit en lui, aura la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, accueille ton serviteur dans la lumière. » Une croyance, une foi, qui fait qu'un mec comme le shérif de ce coin, ce chef de convoi, affronte la mort presque par jeu. Non pas par jeu, parce qu'elle existe, et parce que dans ta destinée d'homme, il y a toujours un moment où la mort est là. Tu ne peux pas l'éviter, elle est devant toi. Et qu'est-ce que tu fais? C'est ton attitude qui te sauve. Ta manière d'être et de savoir exactement où tu vas, pourquoi tu y vas, et ce que tu deviens, justement. Dans le cimetière où est enterré Johnny Carlton, sur la tombe la croix chrétienne, et puis le souvenir de Johnny, ébloui, illuminé dans la mémoire de ceux qui restent, une légende triste de l'Ouest, mais une légende pure et haute de l'Ouest. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool
guitar. Play it again, Johnny Guitar. Whether you go, whether you stay, I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar. Mais la vie continue dans l'Ouest, bien sûr. Et l'aventure de l'Ouest continue. La première liaison postale, exploit du fameux Pony Express, qui rallie Saint-Joseph, dans l'Est, à San Francisco en 10 jours. Toute la traversée de l'Ouest américain. C'est encore ce qui reste de l'Ouest. Mais arrive le rail, le fameux chemin de fer. Et avec le rail, la mafia du rail. C'est la mort de l'Ouest. La création du chemin de fer dans l'Ouest américain, c'est la mort de l'Ouest. Ça commence en 1845 déjà. Et c'est de riches commerçants de New York qui se groupent et qui financent le chemin de fer américain. Quand on dit riches commerçants, ça veut dire que ce sont les créateurs de sociétés, pour qui est important le fric, le business. Ah non, ce ne sont plus les peaux, les fourrures qu'on échange dans les comptoirs de trappeurs, dans le Canada ou dans les Rocheuses. C'est les sociétés qui apparaissent. La Central Pacific, la Western Pacific Union, la Bank of Ohio, toutes les sociétés de fric qui ne sont là que pour ce qu'on est devenu nous, non? Dans la continuité. Et autour des trains qui se construisent, bien sûr, il y a du travail pour tout le monde, hein, la voie ferrée. On va bosser à la voie ferrée. Comme les paysans des campagnes sont venus bosser dans les usines aussi, bien sûr. Il y a les villes qui poussent partout. Et tout le long de la voie ferrée, bien sûr, s'installent les villes, évidemment. Et là fleurit, bien sûr, ce que racontent les chroniques d'époque, le vice et le crime, l'alcool, les bagarres. C'est quoi cette maladie? C'est le cancer de ceux qui ne bougent plus, qui ne sont plus sur la piste, qui vivent coincés dans leur cité, comme on le vit nous aujourd'hui. C'est vraiment le manque, c'est la route qui a disparu, la direction et l'élan. Et puis c'est une nouvelle génération, non pas de pionniers, mais de descendants de pionniers qui habitent ces villes, ces villages, et qui ne vivent plus l'élan et la découverte de ce qu'avaient vécu ceux qui avaient pris un jour cette route pour aller dans l'Ouest américain. Et que disent les sages de l'Ouest, les vieux pionniers, quand ils voient ce qui se passe autour d'eux? Ils disent le chemin de fer, c'est l'enfer sur roue. Ou bien, le vice et le crime, ils marchent la tête haute. Pour dire que c'est même acquis, c'est la loi, le vice et le crime, le long de la voie ferrée, c'est la loi d'existence de ces nouveaux gens de l'Ouest. La preuve, combien de shérifs, de juges corrompus par les hommes d'affaires, et les politiciens de Washington qui colonisent économiquement l'Ouest américain pour y faire des affaires et qui tuent la légende. Les Apaches et les Navajos affronteront ce qu'ils appellent le démon du rail, le train, mais sont vaincus bien sûr par l'armée américaine. L'armée américaine qui n'est plus le 7e légendaire de cavalerie, qui amène d'Europe de plus en plus d'hommes et de canons en Amérique. Ce ne sont plus les pionniers, mais des soldats qui sont à la solde des marchands, des hommes de main en uniforme. C'est exactement ce que devient l'armée américaine. Et ce que sont devenues les armées de nos nations aujourd'hui, bien sûr, qui défendent quoi? Le fric, le pouvoir économique, rien d'autre, bien sûr. Pas la légende, pas la foi, pas la flamme, pas la hauteur, pas la pureté. Le contraire, ce qui alourdit, le plomb, ce qui tue l'homme. Et bien sûr, les Apaches et les Navajos ne viendront pas à bout du chemin de fer. Et le chemin de fer, lui, eh bien, il traverse l'Amérique. Et il traverse l'Amérique d'est en ouest. Et le chemin de fer américain, eh bien, c'est rien d'autre que le monde moderne, le nôtre, déjà, qui s'avance. Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know if you got certain things on board when you go through the toll gate,
Well, you don't have to pay the man no toll. Well, a train driver, he pulled up to the toll gate, and the man hollered and asked him what all he had on board, and he said, I got livestock, I got livestock, I got cows, I got pigs, I got sheep, I got mules, I got all livestock. Well, they said, you all right, boy. You don't have to pay no toll, you can just go right on through. So he went on through the toll gate, and as he went through, he started picking up a little bit of speed, picking up a little bit of steam. He got on through, he turned, looked back to man, he said, well, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got all pig iron. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Oh, it's cloudy in the west and it looked like rain. Round the curve come a passenger train. Northbound train on the southbound track. He's all right, I'll leave him, but he won't be back. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Well, I may be right and I may be wrong, but you're gonna miss me when I'm gone. Well, the engineer said before he died there were 2 more drinks that he'd like to try. Conductor said, what could they be? A hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Ouais, c'est la mort de l'Ouest, c'est la fin de la légende, et le souvenir pour ceux qui vivent, eh bien, du trappeur, du pionnier, du cowboy, de l'homme des pistes, de tous ceux qui ont fait l'Ouest américain, ce n'est plus qu'une légende, une image forte, en couleur, mais qui appartient au passé, mais à l'exemple, et pour ceux qui vivent et qui restent, la légende, c'est pas hier, la légende, c'est l'instant, c'est la force lumineuse de l'instant. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyons, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Et sur cette piste de l'Ouest, vous pouvez appeler quand vous voulez, dans 2 minutes, au 48 04 7000. Le téléphone a été inventé après le chemin de fer. Ouais, bien sûr, c'est une autre histoire. Mais la piste n'est pas perdue. La preuve, 48 04 7000, vous intervenez sur la piste. No more stray, will I see round the bend, she'll be waiting, for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me. Whether you go, whether you stay, I love you. What if you're cruel
You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar.